Donc bonjour et bienvenue, merci d'être aussi nombreux. Donc on est sur un webinaire qui va durer 1 heure et demie, de 11 heures à 12h30, dont le sujet est la pêche nourricière et le lien avec les collectivités territoriales. Et donc c'est issu d'un projet, d'une étude qu'on mène avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc Jordan Barlemont qui représente aujourd'hui et qui conclura ce webinaire avec l'idée de réfléchir sur l'engagement des collectivités pour une filière durable et nourricière, et notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. On va commencer avec un petit brise-glace pour que vous puissiez avoir un aperçu aussi de qui est là. Euh, donc, on va vous proposer un sondage en 2 questions. L'idée, c'est d'abord de comprendre d'où vous venez, donc la zone géographique à laquelle vous êtes rattaché. Et une deuxième question juste en dessous, si vous intervenez plutôt côté projets alimentaires territoriaux ou plutôt côté filière pêche, avec l'idée de de comprendre un peu quels sont les équilibres. Et voilà, si vous êtes les deux ou aucun des deux. Donc évidemment, on a une surreprésentation de la Bretagne, vous pouvez s'y attendre, de la Nouvelle-Aquitaine aussi, un peu moins de monde côté Bourgogne-Franche-Comté, côté Grand Est. Euh, On vous laisse voter. Je ne sais pas si les gens voient les résultats déjà, Louison, en fait. Non, il faut que je les partage. Ok, pour l'instant, on a 37% d'acteurs qui sont issus des projets alimentaires territoriaux, 28% de la filière pêche, 16% des deux et 18% aucun des deux. Mais bienvenue quand même. Et quelques représentants côté Martinique, Réunion, Mayotte. Ok, on va vous présenter les résultats. Merci d'avoir joué le jeu également. Vous voyez les résultats et la représentation des différents territoires. Un territoire de Corse aussi à qui on a échangé sur ce sujet dans le cadre de cette étude. Très bien, bon, ben, merci beaucoup. Peut-être on va commencer pour pouvoir laisser le temps aux intervenants et aux discussions. Rapidement, donc moi je suis Anna Fauché, directrice et cofondatrice de l'association Let's Food, donc cofondatrice avec Louison Lançon que vous entendrez par la suite, étant donné qu'elle est en charge de ce projet. L'association, donc c'est une association loi 1901 qu'on a créée en 2017 avec l'objectif d'accompagner des territoires à la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. Et on s'appuie notamment sur la coopération territoriale et l'échange de bonnes pratiques, donc à la fois entre territoires, mais on essaie aussi à l'échelle nationale et internationale, étant donné qu'on fait également de la coopération internationale. On a 3 axes d'intervention, donc l'accompagnement de collectivités sur des politiques publiques et notamment sur, comme je disais, de la coopération internationale via les outils de la coopération décentralisée, entre autres. On a un deuxième axe qui est le partage d'initiatives et les publications, et c'est notamment dans cet axe-là que s'intègre cette publication sur la pêche, où l'idée c'est de mettre à l'agenda politique des sujets qui nous semblent peut-être pas assez présents. Donc on est ravis de pouvoir parler pêche et collectivité avec vous aujourd'hui. On travaille aussi par exemple sur un outil, sur une publication sur la coopération internationale avec le MEAE également. Et le troisième axe, c'est la formation, le renforcement de compétences. Donc, on intervient auprès des universités depuis le début pour échanger sur ces questions d'alimentation, d'agriculture durable. Et on intervient auprès des élus locaux sur les mêmes sujets. Quelques références qu'on vous a mis sur les questions d'alimentation et de pêche notamment. On avait fait un projet pour croiser les objectifs ODD et donc développement durable et les objectifs des PAT. Et on avait notamment travaillé avec le Pays Basque où on s'était rendu compte qu'effectivement l'objectif, l'ODD pêche durable était moins traité dans les PAT. Et après, on a travaillé sur différents types de territoires. Donc Marseille, on a fait le diagnostic du système alimentaire, Valparaiso, donc c'était un échange de coopération décentralisée, Sfax en Tunisie, et notamment sur toutes les pêches traditionnelles, Ho Chi Minh, et donc sur l'approvisionnement en poissons, notamment du territoire, ou encore Durban.
Et voilà, on a fait pas mal de projets justement sur la coopération internationale et l'échange de pratiques. Et on serait assez intéressé, on en reparlera plus tard, mais à développer de nouveaux projets de coopération pour accompagner les territoires français en s'inspirant de d'autres territoires. Et je vais laisser la parole. Ah non, peut-être vous présenter l'équipe, pardon. Donc on est trois salariés, donc moi, Louison et Anaël, qui nous a rejoint il y a un an et demi, et on travaille avec Orphée Daillé principalement sur ce projet-là, et Amélie et Louise également sur d'autres projets, et notre bureau, donc Florian Fouché et Nathalie Corrad, que vous connaissez peut-être, qui est à Bordeaux Sciences Agro. Peut-être pour préciser qu'on ne va pas prendre de questions au fur et à mesure des interventions, donc vous pouvez les poser directement via le chat et il y aura un temps d'échange par la suite. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à vous renommer, ce qui facilitera les échanges par la suite. Et je laisse tout de suite la parole à Louison pour présenter le projet et le contexte. Merci, merci beaucoup. Euh, je vois qu'il y a également des questions, enfin, une personne qui demande dans le chat juste d'avoir le lien vers la réunion. Donc, il faut renvoyer à la personne le lien d'inscription que vous avez utilisé vous. On ne peut pas envoyer de lien de connexion directement. Euh, donc, pour présenter un petit peu mieux ce projet, enfin, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter en effet ce projet-là, de présenter quelques résultats de l'étude qu'on a pu mener et surtout de donner la parole à trois territoires pour qu'ils puissent voilà, vous partager leur expérience. Pourquoi est-ce que ce projet nous a semblé pertinent? Pourquoi est-ce qu'on souhaite s'intéresser aux questions euh, de la mer et l'intégration des questions de la mer dans les politiques alimentaires des territoires? Différents constats que je pense nombre d'entre nous partageons. La filière pêche française a des enjeux de durabilité, fait face à différents enjeux de durabilité, notamment du fait aussi des reports de consommation vers l'importation. Aujourd'hui, enfin, c'est un sujet assez complexe à analyser en quelques minutes. L'idée ici, c'est simplement de mettre en avant différents chiffres et de aussi mettre en avant le fait que, par nature, ce secteur-là ne peut pas être strictement considéré à une échelle nationale, mais plutôt à une échelle internationale, voire éventuellement européenne, du fait d'un territoire de pêche partagé. C'est pour ça qu'on parle ici directement d'importation, parce que c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir. Et c'est aussi là que se place l'importance de la coopération, de l'échange d'expériences entre territoires au-delà de la France. Donc quelques chiffres aujourd'hui, le chalutage enfin, différents enjeux environnementaux, socio-économiques, notamment liés à différentes pratiques de pêche qui sont opérées. Le chalutage de fond, par exemple, qui contribue à 36% des apports de poissons en volume, des conséquences pour les fonds marins. On a bien conscience ici voilà, qu'il y aurait plein d'autres choses à mettre en avant. On a fait le choix de certains chiffres qu'on valorise de cette manière-là. Tout cela sera bien sûr détaillé et nuancé également dans l'étude qui vous sera partagée dans les prochains mois. Des conditions de travail difficiles dans le secteur de la pêche, une précarité croissante des pêcheurs, un vieillissement de la profession qui fragilise la filière. Mais tout de même, en France, voilà, 58% des poissons pêchés proviennent de stocks en bon état en 2023, selon France Agrimer. Donc, on observe une amélioration de la gestion de la ressource, mais également, dans le même temps, une augmentation des importations pour répondre à la demande des consommateurs français. Une importation qui vient donc de pays pour lesquels la gestion de la ressource ne s'améliore pas forcément. Donc, c'est pour ça que ce chiffre est un petit peu aussi à relativiser. En effet, 89% des produits de la mer qu'on consomme en France sont importés. D'où l'importance de considérer en effet cet échelon européen, voire international, quand on s'intéresse aux impacts du secteur de la pêche. Une consommation en France qui est assez peu diversifiée, qui se concentre surtout vers trois grandes espèces, donc le saumon, le thon, les crevettes, qui du coup renforcent ce besoin d'importer puisqu'on n'en produit pas suffisamment à l'échelle française. Et on observe aussi une baisse du nombre de bateaux en France, une filière qui tend à disparaître avec des prix plus bas ailleurs et donc une importation qui a tendance à augmenter. Donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu à préserver la filière pêche française, converger vers une pêche durable afin de réduire notamment les importations. Aujourd'hui, les collectivités bénéficient de compétences pour intervenir en faveur d'une filière pêche durable et nourricière. Euh, et elles sont en mesure d'intervenir et donc doivent également intervenir du fait que ces produits de la mer font pleinement partie des habitudes alimentaires des Français.
et pourtant sont absents des politiques alimentaires des collectivités territoriales, en tout cas de la majorité. Et on va explorer un petit peu justement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces éléments, ces questions sont absentes des politiques alimentaires et comment est-ce qu'on pourrait justement les intégrer au mieux, quels seraient les leviers à activer. En effet, ça fait partie, enfin, la partie pardon, de l'assiette de consommation des Français. 57% des Français consomment du poisson au moins une fois par semaine. Et voilà, ces produits sont quasiment absents des politiques alimentaires locales, comme je le disais. Et pour autant, les collectivités côtières, non côtières, font face à des enjeux assez similaires pour soutenir la filière, ont tout intérêt à coopérer, partager leurs approches et difficultés. C'est aussi un peu ce qu'on a pu retenir, c'est que autant il existe voilà, des réseaux de partage autour des projets alimentaires territoriaux, mais du fait que ces éléments, ces enjeux pêche et mer ne soient pas forcément intégrés au PAT, il y a assez peu d'échanges sur ces questions. Et donc il y a un enjeu aussi à encourager le dialogue entre collectivités sur les questions de la mer. Donc, ce projet vise à identifier des bonnes pratiques de politique publique locale qui allient soutien du secteur pêche et alimentation durable, identifier les freins, les leviers des collectivités dans l'élaboration de politiques publiques locales qui allient soutien secteur pêche et alimentation durable, et encourager cet échange de pratiques en France, mais aussi comme à l'étranger, en faveur de ce secteur durable et nourricier. C'est un projet qui a été initié au début de l'année 2025, notamment dans le cadre de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3, qui a eu lieu à Nice au début du mois de juin. Et donc, projet entièrement financé par la DCTCIF du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un projet qu'on a mené en trois phases, en collaboration avec la communauté bénévole de l'association également. La première phase a été de faire un état des lieux des politiques locales en lien avec le soutien d'une pêche nourricière. C'est d'analyser les compétences des collectivités, comment est-ce que celles-ci peuvent intervenir en faveur de ce secteur pêche nourricière durable, associé bien sûr de différentes recherches bibliographiques pour s'appuyer sur l'ensemble des ressources qui existent déjà sur ces sujets. Mais le lien avec les collectivités est assez mal finalement documenté en ligne, donc on s'est énormément appuyé aussi sur des entretiens avec des acteurs, notamment de collectivités. La deuxième étape, ça a été vraiment d'analyser les freins et leviers. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces liens ne sont pas, enfin, sont rarement faits entre politique alimentaire et soutien du secteur pêche? Et quels seraient les éléments à mettre, pardon, les leviers à mobiliser pour les collectivités. Et enfin, un travail de valorisation, essayer de communiquer sur ces enjeux, donc à la fois au travers de ce webinaire et au travers d'une vidéo qui sera réalisée dans le cours de l'été et diffusée sur différents réseaux. Donc, comme j'indiquais, 19 personnes ont été interrogées, issues à la fois d'associations engagées sur ces sujets, euh, de, de, d'unités de recherche, pardon, plutôt des personnes issues du secteur, enfin des personnes, pardon, de la recherche, désolé, et également, bien sûr, de collectivités, à la fois des services plutôt impliqués sur les questions de la pêche et des services plutôt impliqués sur les projets alimentaires territoriaux. Euh, le rapport, enfin l'étude finale, a une organisation. Voilà, on voulait vous montrer un peu l'organisation de l'étude pour que vous puissiez visualiser les éléments qui seront mis en avant. Donc, il y a toute une première partie sur les enjeux entre mer et système alimentaire durable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur, finalement, nécessite une réflexion sur sa durabilité? Euh, Et une deuxième partie, pardon, sur la manière dont les collectivités territoriales peuvent se saisir des questions de la mer en lien avec leur politique alimentaire. Donc, quelles sont leurs collectivités, leurs compétences, pardon, les compétences qu'elles peuvent mobiliser sur ces sujets-là. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, enfin, elles doivent s'en saisir? Quels seraient les apports d'intégration de ces questions de la mer dans les PAT? Et enfin, deux dernières parties, une troisième partie qui explore vraiment les freins et les leviers pour développer des politiques alimentaires locales en faveur des produits de la mer. Et enfin, une dernière partie qui met en avant différentes expériences que vous allez aussi découvrir aujourd'hui. L'organisation de ce webinaire, donc d'1h30, c'est donc la suivante. Une première partie dans laquelle je présenterai quelques résultats de cette étude, bien sûr en sélectionnant certains éléments, puisque
il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc vous découvrirez l'ensemble de ces conclusions dans cette étude qui sera publiée à l'automne. Et ensuite, on donnera la parole à trois territoires, la communauté de communes du Cap Sizun, Pointe-du-Raz, Aix-Marseille-Provence Métropole et la ville de Fontenay-sous-Bois pour qu'ils puissent vous partager leurs expériences. Et ce webinaire sera conclu par Jordan Barlemont du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, euh, notamment pour évoquer pardon, le travail qui a été réalisé à l'occasion de l'UNOC et donc cet appel à projet dédié aux questions de la mer pour encourager la coopération entre collectivités sur ces sujets. Quelques résultats de l'étude. Donc ici, on a décidé de vous présenter les compétences déjà des collectivités, des différents échelons des collectivités pour intervenir sur ces questions, notamment dans le cadre de leur politique alimentaire. Et ensuite, quelques freins et leviers qu'on a pu identifier à, à la connexion entre les sujets mer et les sujets politiques alimentaires au sein d'une collectivité. À l'échelle des régions, donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que voilà, ils ont un rôle de chef de file pour le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle. Elles peuvent intervenir sur ces questions au travers de différents schémas d'aménagement. Le schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation, le schéma régional d'aménagement, développement durable, d'égalité des territoires, où différentes actions de soutien au secteur de la pêche peuvent être intégrées. Elle gère également une partie du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche, où également certaines actions peuvent être intégrées. Elles ont la gestion des lycées maritimes, donc, où différentes actions liées à la formation professionnelle peuvent également être considérées. Et bien sûr, au travers de la gestion de la restauration collective régionale, ça va être également le cas pour les départements et les communes qui peuvent travailler à l'approvisionnement au choix en fait d'un certain type de poisson, d'une certaine filière qu'ils souhaitent soutenir dans le cadre de leur restauration collective. À l'échelle des départements, donc les départements ont la charge de la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes de commerce et de pêche, notamment des criers, des débarcadères, peuvent également intervenir en faveur d'ateliers de transformation, intervenir sur les routes d'accès également à ces infrastructures. Elles peuvent intervenir sur le soutien aux infrastructures liées à l'aquaculture et également peuvent mobiliser leurs compétences plutôt liées à l'action sociale, avec le soutien aux professionnels en difficulté ou en fin de carrière. Des exemples d'actions qu'on a pu identifier, voilà, c'est l'accompagnement de la transition énergétique des filières et notamment des bateaux, le développement également d'outils de transformation sur lesquels elles peuvent s'investir. Les intercommunalités peuvent également intervenir au travers de leurs compétences développement économique, aménagement, tourisme. Elles peuvent intervenir en faveur de la vente directe, notamment sur les ports, lorsqu'elles en ont la gestion ou la cogestion. Peuvent également intégrer les enjeux halieutiques dans leurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux et rassembler les acteurs autour de projets communs. Ça peut être également autour d'actions de sensibilisation. Donc ici, c'est également à considérer d'une manière dans ce contexte-là, on va présenter des compétences générales, mais après, bien sûr, la manière, la manière dont les intercommunalités se saisissent de ces questions dépend également des compétences spécifiques dont elles disposent sur leur territoire, notamment par exemple, leur implication dans la gestion des ports, qui vont faire en sorte ou non qu'elles aient plus ou moins de marge de manœuvre sur ce sujet. Et enfin, les communes, au travers de leur clause de compétence générale, peuvent intervenir sur euh, tout domaine présentant un intérêt local. Donc, elles peuvent notamment intervenir sur la gestion des ports communaux, le soutien aux activités économiques liées à la pêche, ou encore la mise à disposition de bâtiments pour faire de la vente directe, pour stocker également le poisson. Donc, ça peut être la réinstallation de locaux pour les pêcheurs sur les bords de pêche. Ça peut être des actions aussi d'éducation, de sensibilisation des consommateurs, notamment les plus jeunes. Ça peut être également, comme je l'indiquais, le travail sur la restauration collective, comme va pouvoir nous présenter la commune de Fontenay-sous-Bois, euh, sur un approvisionnement durable de produits de la mer. Euh, Ensuite, la deuxième partie des éléments que je souhaitais vous présenter à l'issue de cette étude qui est encore en cours de finalisation. Donc, c'est quelques freins qu'on a pu identifier à l'intégration des questions de la mer dans le cadre des politiques alimentaires et quelques leviers également. On les a rangés, organisés sous quatre catégories. Donc d'abord, les éléments qui sont plutôt en lien avec la connaissance et la sensibilisation. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des éléments qui ne sont parfois même pas considérés quand on réfléchit à un PAT?
projet alimentaire territorial. Euh, la question des financements, est-ce qu'aujourd'hui les financements sont suffisants ou suffisamment adaptés pour travailler sur ces questions? Des questions de mise en œuvre, une fois qu'on a lancé ce type de projet-là, quels sont les freins éventuellement qu'on pourrait rencontrer et comment les lever? Et enfin, plutôt sur des questions de valorisation et évaluation de ces actions. Euh, il y a pas mal d'éléments, excusez-moi, pas mal d'éléments ici à partager. Également, la présentation pourra vous être partagée au moment où on partagera le replay du webinaire. Donc, vous aurez tous ces éléments de votre côté enfin, dans les prochaines semaines, parce que je risque de ne pas être en mesure de présenter tous ces différents points. Donc, pour les parcourir assez rapidement, les enjeux en termes de connaissances, sensibilisation qu'on observe au vu des entretiens qu'on a pu réaliser avec des collectivités territoriales. Un des premiers freins, c'est vraiment l'absence de délégation souvent dédiée à la pêche, même dans des territoires côtiers. Du coup, un portage politique qui est plutôt absent, qui fait qu'aujourd'hui, ces questions ne sont pas forcément traitées. Des compétences qui sont du coup souvent diffuses au sein des services, avec des difficultés donc, de coordination entre différentes directions qui ont à la charge certaines pièces, on va dire, du puzzle qui est celui du secteur de la mer et de la pêche. Un manque de données fiables et actualisées sur les secteurs, une filière assez peu transparente, donc des chargés de mission PAT qui ont souvent du mal à trouver, à savoir par quoi commencer, quels sont les principaux enjeux et qui sont les acteurs en fait à contacter pour commencer à intervenir sur cette question-là. Des acteurs en effet qui parfois sur certains territoires manquent de structuration, sur d'autres sont assez bien structurés, notamment grâce à des rassemblements de pêcheurs, mais ça reste assez rare enfin, de certaines tensions également qui peuvent être présentes dans le secteur, qui rendent aussi, enfin, qui posent des difficultés pour les collectivités à intervenir, notamment d'un point de vue de positionnement politique. Un manque de volonté politique sur certains territoires, c'est pas forcément une priorité. Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est pas forcément le cas chez vous. Mais en tout cas, la pêche qui peut être parfois reléguée au second plan, notamment du fait que c'est pas forcément sur tous les territoires côtiers. Malheureusement, ce n'est pas toujours un secteur économique important du fait de la baisse du nombre de flottes dans certains ports de France. Une filière perçue comme peu visible et peu prioritaire. Donc c'est vrai que le secteur de la mer est un secteur qui finalement est visible à l'échelle des ports, mais dans le cœur de son activité qui se passe en mer est finalement assez loin de nous et donc il peut paraître plutôt peu visible. Donc c'est un peu des retours qu'on a eu de collectivités et d'acteurs qui interviennent sur ces questions. Un dialogue difficile avec une filière plutôt segmentée, qui manque de transparence. Et une méconnaissance des outils d'action disponibles pour les collectivités. Comment est-ce que moi, avec mes compétences, je peux vraiment intervenir sur ces questions euh, en appui des acteurs qui sont déjà en place. Donc certains leviers qu'on a pu identifier, donc qui pourront être explorés un peu mieux dans le cadre de l'étude. Donc c'est enfin, la réalisation indispensable de cet état des lieux du secteur à une échelle territoriale. Comprendre vraiment qui sont les acteurs en place, faire cette cartographie d'acteurs, c'est vraiment un préalable. Accompagner également une montée en compétences des élus et des agents. Il existe des formations qui sont dédiées sur ces questions. Donc il y a c'est un secteur qui est assez finalement des retours qu'on a pu avoir de collectivités qui est assez difficile à appréhender d'un point de vue extérieur. Donc, il y a un vrai enjeu à en connaître les rouages et à en connaître les acteurs, notamment à l'échelle territoriale. S'appuyer sur des compétences réglementaires existantes, notamment de développement économique. On va le voir sur les présentations qui suivent. C'est souvent comme ça que les collectivités commencent à s'engager sur la question, soit par la restauration collective, soit par le développement économique. De commencer à créer un dialogue avec les professionnels de la pêche pour comprendre leurs enjeux, créer des espaces éventuellement de concertation avec eux. Soutenir également la structuration des professionnels. Donc, c'est aussi un des facteurs, on en parlera juste après, de certaines expériences de territoire où, comme je disais, certains pêcheurs se sont rassemblés sous forme d'associations et ça a également grandement facilité la connexion avec la collectivité. Travailler aussi sur tout ce qui est valorisation de la culture maritime locale pour que cette culture reste prégnante sur le territoire et que ça reste du coup également un enjeu politique fort à l'échelle locale. Sur l'aspect des financements, différents freins ont également été identifiés au vu des entretiens qu'on a pu mener avec les collectivités. Donc, des actions qui peuvent être considérées comme coûteuses, notamment en matière d'aménagement portuaire, de gestion des criées. Donc, on part tout de suite sur beaucoup de frais d'investissement, alors qu'il y a énormément d'actions qui peuvent être menées
qui ne nécessitent pas forcément d'investissement, plutôt sur notamment l'aval de la filière, sur tout ce qui est sensibilisation, communication auprès notamment des consommateurs et également des professionnels. Donc c'est plutôt une croyance. Bien sûr, il y a des besoins d'investissement, mais qui on n'est pas obligé forcément de démarrer par là. Et il y a d'autres actions qui peuvent être initiées sans forcément de financement trop important. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on a une hausse des charges globales liées au secteur de la pêche et des volumes de pêche qui diminuent, ce qui ne va pas forcément encourager une collectivité à s'engager à soutenir le secteur. Euh, un manque de soutien financier de l'État pour notamment encourager les collectivités à s'engager sur ces questions. Des inégalités, voilà, de traitement dans les stratégies alimentaires territoriales. La pêche recevant souvent moins de budget que l'agriculture, même pour des territoires côtiers. C'est aussi lié hein, à ces éléments liés à la volonté politique dont on a pu parler juste avant. Et un manque de moyens humains spécifiques pour suivre ces projets-là. Dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, où souvent on a un, voire deux chargés de mission qui sont déjà en charge de l'ensemble des questions plutôt agricoles et alimentaires, qui prennent déjà énormément de temps. Différents leviers. Donc ici, c'est vrai que les financements, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Différents outils de financement qui pourraient être mobilisés, qui le sont déjà, et notamment en Bretagne, on a pas mal d'expériences assez intéressantes où le FEAMPA peut être mobilisé par les collectivités pour mobiliser, enfin, pour pardon, développer des actions euh, de soutien à la filière pêche. Également, essayer d'encourager, accompagner les pêcheurs dans leur stratégie de diversification économique pour être en mesure de collaborer avec la collectivité, s'insérer dans le système alimentaire local. Si on n'a pas forcément de pêcheurs qui sont dans une situation économique suffisamment stable, on ne sera pas en mesure de dialoguer avec eux et de pouvoir voilà, bénéficier de leur temps pour initier des actions. Donc il y a peut-être dans un premier temps, un enjeu de soutien, d'accompagnement à une diversification économique qui peut passer aussi par exemple par l'agrotourisme, ce qui se développe, enfin, qui se développe également énormément dans certains territoires. Associer les choix budgétaires aux priorités politiques locales en intégrant la pêche comme levier économique, alimentaire, patrimonial. Donc également ne pas peut-être prendre des portes d'entrée légèrement différentes pour convaincre également l'exécutif sans forcément annoncer un soutien du secteur pêche directement si cela peut poser problème, mais aussi peut-être le présenter comme une manière de valoriser un patrimoine. Euh, donc ça, c'est au même titre que quand on travaille sur les PAT, c'est vraiment essayer de trouver la porte d'entrée qui parle le mieux aux acteurs locaux et aux exécutifs des collectivités. Euh, Quelques dernières diapos sur l'aspect de mise en œuvre. Donc, c'est vrai qu'une fois que ces projets ou cette volonté politique est présente, les collectivités indiquent également différentes difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans la mise en œuvre concrète de ces projets. Euh, Comme je l'indiquais déjà précédemment, des pêcheurs qui sont peu disponibles peuvent inciter à se diversifier, à vendre en circuit court. Donc, du fait d'une situation de précarité parfois assez difficile. Donc difficile bien sûr à mobiliser dans le cadre d'un dialogue avec les collectivités. Bon, un élément plutôt contextuel qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'indiquais, on a une diminution du nombre de pêcheurs et une insuffisance de débarquement et d'offres locales sur les ports français pour répondre à la demande des collectivités et notamment à la restauration collective. Une filière éclatée, peu structurée pour le local, une domination des circuits longs, un manque de débouchés organisés. Donc, à des échelles très locales, très territoriales, on observe tout de même des organisations assez efficaces pour un approvisionnement notamment de la restauration scolaire. Mais à une échelle plus générale, notamment en Méditerranée, on observe plutôt une difficulté à connecter avec les pêcheurs artisans locaux. Une réglementation qui est plutôt contraignante, notamment pour la restauration collective, l'approvisionnement en produits de la mer durables, n'est pas forcément la plus facilitée. Et puis au même titre que pour les produits plutôt de la terre, l'aspect approvisionnement local de ces produits-là est également difficile. Une méfiance, défiance des pouvoirs publics, il y a des promesses non tenues, donc voilà, c'est des choses qu'on a pu entendre aussi en entretien, au même titre que sur le secteur agricole, hein, on peut avoir aussi des méfiances, une défiance du secteur par rapport au pouvoir public, donc aussi une confiance à renouveler. Euh, sur un aspect de restauration scolaire, on va en parler un petit peu plus après, donc avec Sim Cordier, donc je laisserai
en parler directement du fait de son expérience à Fontenay-sous-Bois. Quel levier mobiliser? Donc aujourd'hui, il y a un besoin de voilà, soutenir une gouvernance locale de la pêche via les PAT ou notamment les prud'homie en Méditerranée, donc différents outils de gouvernance qui doivent aussi être mobilisés pour, dans un premier temps, recréer du dialogue avec ces personnes, avec ce secteur. S'appuie aussi sur des opérateurs, acteurs intermédiaires qui ont déjà un pied dans le secteur, qui sont neutres et qui peuvent justement permettre cette connexion. Euh, Également, il y a un enjeu énorme à interpeller aussi à une échelle plus haute, régionale, État, voire Union européenne. Donc, il y a des élus déjà qui s'engagent sur ces questions-là. Donc, c'est un vrai, en effet, engagement politique, puisque la politique liée à la pêche est plutôt décidée et gérée à l'échelle de l'Union européenne. Donc, il y a aussi tout ce travail de plaidoyer qui doit être mené dans la mesure du possible également pour des collectivités qui ont déjà beaucoup à faire. Adapter la commande publique, donc pareil, ici on en parlera juste après. Donc il y a différents moyens qui peuvent être mobilisés pour justement intégrer des produits frais issus de la pêche française dans les cantines scolaires. Euh, et voilà, les autres points sont aussi relatifs aux cantines. Je laisserai Monsieur Cordier en parler. Et enfin, les derniers éléments sur l'évaluation et la valorisation. Donc, on observe aussi qu'il y a peu d'outils mutualisés accessibles pour les collectivités, pour capitaliser sur des retours d'expérience et bonnes pratiques. C'est vrai que c'est, comme je l'indiquais au début, comme ces éléments sont plutôt peu intégrés dans les projets alimentaires territoriaux. Aujourd'hui, on les retrouve assez peu sur les plateformes d'échange autour des PAT, alors qu'il y a des expériences qui pourraient être pertinentes et intéressantes à partager, qui sont pas parfois en fait pas connectées au PAT aussi, mais qui existent au travers de différents d'autres services de la collectivité. Donc éventuellement, on travaille pour être de renforcer en effet c'est la place de ces outils d'échange d'expériences sur ces sujets-là pas des outils numériques, mais aussi simplement des rencontres à une échelle régionale, départementale, qui puissent favoriser le dialogue et du coup inspirer, permettre d'accompagner certains territoires qui souhaiteraient se lancer. Euh, et j'en resterai là, je pense, pour cette présentation, vu que j'ai déjà un petit peu dépassé. Sans plus tarder, on prendra des questions juste après sur également cette présentation. Donc, gardez-les bien en tête pour la fin de ce webinaire. Sans trop tarder, voilà, je vais laisser en effet la parole aux trois territoires qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui pour partager leur expérience. Donc, on va commencer avec la communauté de communes Cap-Sizun, avec Marine Leroux, Raphaël Leclerc et Benoît Loriot, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, donc je me présente Benoît Loriot, maire d'une petite commune ici, Pontcroix, et vice-président en charge du projet alimentaire territorial. Voilà, alors en quelques mots, une présentation de notre territoire, alors, qui est la pointe bretonne, comme on dit. Donc on est un territoire, alors une petite communauté de communes, 15 000 habitants, une dizaine de communes. Mais avec alors justement, on est là pour parler pêche, un secteur économique autour de la pêche assez important. Voilà. On a ici sur le port, on a 50 navires de pêche. Et alors, je ne sais pas si on peut passer les slides, qui est-ce qui a la main? Ouais. Voilà. Donc une cinquantaine de navires, 120 marins. Voilà. Alors moi j'insiste sur un fait, c'est qu'on a des marins qui sont jeunes. On a une population de marins assez jeune et qui laisse un avenir plutôt bien envisageable sur cette économie. On a une pêche un peu particulière sur le Cap-Sizun avec seulement des ligneurs et des filailleurs. On est juste en pêche côtière. On a des gens qui partent à la journée. Une pêche qualitative. On est sur des poissons un peu nobles, le bar de ligne autour de la pointe du Raz. Voilà, ce qui est un peu notre poisson fétiche chez nous. Voilà. À côté de ça, alors comment s'est passé un petit peu nous notre relation avec la pêche? C'est lié aux événements de 2022. On a la première crise de la pêche avec la première fermeture du golfe de Gascogne qui là fait ressortir une problématique chez les pêcheurs. Alors ils nous interpellent à ce moment-là en communauté commune. Je tiens à préciser
auparavant. Voilà, on avait très peu de liens avec ce milieu-là. Pourquoi? Parce que ça se passait très bien. Voilà, on avait une pêche qui était plutôt qui se portait bien avec une criée. Alors on a une criée qui est bénéficiaire chez nous à Audierne, qui aussi fonctionne très très bien. Et puis là, la fermeture du golfe de Gascogne en 2022 amène met sur la table les enjeux de cette pêche locale. Et donc, on fait le choix, nous, élus de la communauté commune, de les soutenir, donc par des motions de soutien. Motion de soutien, on a également rencontre du ministère, etc. Donc, on accompagne vraiment les pêcheurs jusqu'au niveau politique pour interpeller nos sénateurs, nos députés sur cette question-là. Et puis à ce moment-là, il y a également quelque chose qui se passe, c'est que les pêcheurs se regroupent et créent une association. Pêche Avenir en Capcita, voilà, elle s'appelle comme ça. Et donc, on a au moins des interlocuteurs, puisque, vous voyez, 120 marins, c'est compliqué à mettre tout le monde autour de la table, donc ils se structurent, ce qui nous permet d'avoir des relations, des liens, une écoute. Donc ça, c'était un point important. Et à la même période, nous, en 2022, on réécrit notre projet de territoire sur la communauté de communes. Et là, justement, on va intégrer la pêche parce qu'il y a également des investissements lourds à faire sur les équipements portuaires au sein du port d'Audierne-Plouazec. Et donc, on fait le choix d'inscrire la thématique maritimité et pêche au sein de notre projet de territoire. Et puis après, on fait le choix également dans ce projet de territoire de s'orienter sur un projet alimentaire territorial. Et logiquement, on l'écrit avec deux fortes thématiques, la terre et la mer. On est également un territoire agricole, et alors très peu touristique chez nous par rapport à nos voisins bigoudins, etc. On a un peu de tourisme, mais on a surtout une agriculture et une pêche prédominante au niveau de l'économie. Donc on fait le choix d'inscrire ces deux grandes thématiques au sein de notre projet alimentaire territorial. Et c'est ce qui nous a permis de... Alors le travail se construit, on a d'ailleurs été labellisé donc en 2024-2025 de niveau 1 pour notre PAT. Et puis, on écrit rapidement notre plan d'action, nos objectifs, etc. Sur ce PAT, et va ressortir une thématique pêche importante avec un groupe de travail qui s'est encore réuni cette semaine et qui est plutôt bien fourni. Voilà, parce qu'on a à la fois les pêcheurs qui sont autour de la table, on a à la fois les organismes qui travaillent autour de la pêche et de la maritimité, et puis les élus. Voilà, les élus ont vraiment pris en charge ce dossier-là. Et dans notre projet dans notre projet de territoire, on a également fait le choix de s'entourer de Raphaël, qui vous parlera tout à l'heure, de quelqu'un qui est chargé de mission en pêche et maritimité et aquaculture. Donc ça a été un vrai choix de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on a une chargée de mission marine autour du projet alimentaire territorial et une autre personne plus spécifiquement sur tout ce qui est maritimité et pêche. Donc ça, c'était une volonté politique engagée et forte de façon à apporter ce soutien et au développement de cette filière-là. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, avec des investissements assez lourds pour la communauté de communes au travers du port d'Audierne. Voilà. Donc les grands objectifs après que s'est lancé notre PAT et la communauté commune en règle générale, mais au travers du PAT, c'est ce soutien à ce modèle de pêche durable. On insiste là-dessus. Alors c'est vrai que quand on parle de pêche, il faut parler de plusieurs pêches. Nous ici, les ligneurs, les fileyeurs sont plutôt de petites entreprises, des petits bateaux, des pêches très durables, etc. Par rapport à d'autres pêches qu'on pourrait connaître sur d'autres ports. Donc on souhaite maintenir cette pêche durable avec des bateaux de moins de 12 mètres, des gens qui sortent à la journée, et puis un produit de qualité, on le sait, j'en parlais tout à l'heure, le bar de ligne avec une criée qui est bénéficiaire, voilà, quelque chose, une économie qui fonctionne plutôt bien sur notre territoire. On a voulu aussi recréer du lien entre la pêche locale et les habitants, et puis les différents avec toute la filière maritime, mais aussi les utilisateurs, les consommateurs de poissons. Alors, on a développé, alors
ce discours avec les pêcheurs a permis d'avancer là-dessus. Alors, notamment en termes de communication, on parle d'un livret, on vous en parlera tout à l'heure, d'un livret autour des poissons et de la pêche, pour expliquer, parce que c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, le pêcheur, il est un peu éloigné, il est en pleine mer, c'est quelque chose qui est parfois méconnu, etc. Et donc, nous, on a voulu communiquer sur ce métier et sur les produits qui sont fournis. Et puis aménager un peu la filière, hein. C'est-à-dire qu'on puisse retrouver les poissons pêchés dans la baie d'Audierne et qu'on puisse les retrouver dans nos assiettes, que ce soit les assiettes de nos cantines collectives ou que ce soit chez le particulier ou le restaurateur, etc. Donc on est en train de réfléchir à l'organisation de cette filière-là avec les pêcheurs et avec les utilisateurs. Donc ça, c'est un point important. On encourage une consommation locale, donc par ce plan d'action et de communication. On veut que les gens, voilà, nous, on ne pêche pas de saumon chez nous. Et donc, on est plutôt à les mettre en valeur des poissons qui sont parfois un peu moins nobles sur nos bateaux et qu'on souhaite mettre en avant parce que c'est des poissons qui se mangeaient autrefois, qui ont été mis un petit peu de côté parce que, voilà, on parle de poissons nobles et de moins nobles, mais ils sont tous très bons. Donc, il suffit parfois d'accompagner la recette et tout se passe bien. Voilà, et puis, voilà, on a tous les professionnels de l'alimentation, aujourd'hui, on les a mobilisés sur ce plan d'action autour de la pêche que va vous présenter Marine. Voilà. Donc, le plan d'action du projet alimentaire territorial, il a été validé en décembre 2024. Donc, c'est finalement assez récent. Donc, on est aussi au début de la démarche, à l'émergence de la démarche. Mais on a pu déjà mener quelques actions en lien avec la pêche, donc notamment sur le volet sensibilisation du grand public. On organise depuis 2 ans, donc là c'est la 2e édition au printemps dernier, un événement qui s'appelle Manger demain, la quinzaine de l'alimentation en Cap-Sizun. Donc c'est 15 jours d'animation destinés au grand public sur l'alimentation, l'agriculture et la pêche. Et donc à chaque fois qu'on organise ce type d'événement, on fait toujours en sorte d'avoir des animations dédiées à la pêche. Donc cette année, notamment, on a organisé une projection d'un film qui s'appelle Démaillé sur la pêche dans le Cap-Sizun et qui suit notamment le quotidien de plusieurs pêcheurs capistes, notamment Thomas Legal, qui est le président de l'association des pêcheurs. Donc ça a très bien marché, on sent qu'il y a vraiment une attente aussi des habitants et qui s'intéressent vraiment à ces questions et aux enjeux de la pêche locale. On a aussi organisé un atelier cuisine autour d'une espèce de poisson. Donc là, en l'occurrence, c'était le lieu jaune. Et donc, c'était en lien avec une chef d'un restaurant du territoire. On a proposé aussi une exposition photo sur la pêche, donc, qui est réalisée par l'association Pleine Mer. Donc, c'est une exposition photo sur la pêche en Finistère, donc surtout la pêche côtière et la pêche artisanale. Donc cette exposition, elle a pu tourner un petit peu sur différentes communes de notre territoire, dans les médiathèques, dans les mairies. Et enfin, on a proposé dans le cadre de cet événement une visite de la criée, donc de Pouguazec, avec également un atelier cuisine à la fin de la visite. Donc ça permettait vraiment pour les visiteurs de voir vraiment le cheminement du poisson de la mer à l'assiette. Ensuite, sur le volet plutôt scolaire, on propose effectivement, c'est la diapo d'après, ouais. On propose en fait régulièrement des animations destinées au public scolaire sur l'alimentation en général et sur la pêche. Donc on a fait intervenir l'association Au goût du jour, qui est une association bretonne d'éducation à l'alimentation. Et ils ont reçu notamment des financements du DLL FEAMPA pour mener donc un cycle d'animation sur les produits de la mer. Et donc, l'association est intervenue sur notre territoire. Et donc, on a 6 écoles, 6 classes de notre territoire qui ont pu bénéficier de cette intervention de sensibilisation sur la pêche locale. Et sur le volet de la restauration collective, on a monté un réseau des cuisiniers de restauration collective, donc écoles et EHPAD. Et on a organisé au printemps un premier temps d'échange de ce réseau autour des produits de la mer. Donc voilà, l'idée c'était que les cuisiniers puissent se partager des recettes, des techniques de cuisson, des fournisseurs.
Donc là, c'était vraiment sur les produits de la pêche et aussi sur l'algue. L'idée, c'était aussi de tester des nouvelles recettes et comment travailler sur l'introduction de l'algue en restauration collective. Donc, ils ont pu tester différentes recettes. Ils ont pu déguster des algues qui étaient proposées par une entreprise du pays Bigoudin. Et on a travaillé avec eux sur l'organisation d'un repas à thème commun, où l'idée c'était que le même jour, tous les établissements de restauration collective volontaires proposent un même menu. Donc là, le thème, c'est évidemment sur les produits de la mer, et donc on a pu mettre en avant la raie en plat. Donc c'est vraiment un menu qui a été élaboré par les cuisiniers eux-mêmes, et donc ça permettait de valoriser aussi le travail de la restauration collective sur ce volet. Sur les perspectives et les projets futurs, effectivement, on travaille sur un guide des produits, un guide de la pêche et un guide des produits de la mer qui sera destiné au grand public, donc à la fois aux habitants, mais aussi aux touristes. Mais il sera aussi destiné aux professionnels de l'alimentation, donc restauration collective, restaurants, etc. Donc ce guide, l'objectif, c'est de présenter qu'est-ce que c'est que la pêche dans le Cap-Sizun, les produits qu'on pêche, les différentes techniques de pêche, et présenter aussi des recettes et des idées de valorisation de ces produits, notamment effectivement en essayant de valoriser des espèces qui sont un peu moins connues et moins valorisées en criée. Et l'idée, c'est de promouvoir aussi les commerces qui font l'effort du coup et les restaurateurs qui font l'effort de commercialiser du poisson local. On essaye aussi de travailler avec on va commencer à travailler avec les poissonneries et les supermarchés, les différents restaurateurs du Cap sur une meilleure valorisation des produits de la pêche, et notamment de façon à ce que les produits de la pêche locale soient mieux identifiés. Donc on réfléchit à des idées de labels, de marques ou de chartes destinées du coup à ces commerçants-là. Et on a aussi une cuisine centrale une future cuisine centrale qui va fournir certains établissements du territoire. Et donc l'idée, pour les produits agricoles ou les produits de la mer, l'idée c'est vraiment d'avoir un approvisionnement le plus local possible. Et donc il y a le projet de stratégie maritime, donc je vais laisser la parole à Raphaël là-dessus. Et du coup, c'est ça, le dernier point des perspectives, c'est donc cette stratégie maritime qui est en cours d'élaboration, donc qui a commencé avec mon recrutement. Et donc, il y aura au démarrage une partie donc, de diagnostic du territoire, de bien comprendre comment la filière fonctionne. Et l'un des axes portera évidemment sur la valorisation des ressources halieutiques sur le territoire avec les acteurs locaux, mais aux côtés d'autres axes de cette stratégie sur la maritimité au sens large. Et sur la diapo suivante, du coup, je vais parler des facteurs de réussite, donc de cette synergie entre la pêche et le PAT. C'est avant tout, je pense, parce que la pêche est un marqueur d'identité fort sur le territoire et qu'il a un poids économique important encore aujourd'hui, qui a un partenariat public-privé constructif avec un dialogue fluide. Ensuite, et donc ce dialogue, il est facilité notamment par le rassemblement des pêcheurs en association, donc l'association Pêche Avenir Cap-Sizun, qui œuvre notamment pour plus de localité dans la gouvernance de la pêche. Et donc un autre facteur de réussite, c'est que ces acteurs de la pêche ont été concertés et ont été vraiment partie prenante de l'élaboration du projet alimentaire territorial. Ensuite, au niveau politique, il y a une réelle volonté de structurer l'action de la collectivité sur la filière pêche. Et qu'ensuite, il y a des moyens nécessaires qui sont déployés au niveau de la collectivité, notamment avec le recrutement de Marine et moi, donc deux chargés de mission sur le PAT et sur la stratégie pêche, maritimité et aquaculture. Pour la dernière partie, donc en ce qui concerne les freins, j'avais envie de d'abord rappeler ce qui constitue le moteur. C'est avant tout des acteurs territoriaux engagés
Et pour la petite analogie mécanique, je dirais que l'huile, c'est cette volonté de dialoguer et, et de se comprendre mutuellement. Et les freins, donc, sont évidemment un manque de dialogue et de compréhension, euh, et probablement aussi la complexité de l'écosystème de la pêche, euh, voilà, qui peut amener notamment à des difficultés de connaissance et de dialogue. Euh, et je terminerai par deux questionnements qui nous occupent actuellement dans notre réflexion. La première, c'est sur la... Donc le premier questionnement, pardon, c'est sur la capacité de la pêche locale ici à répondre aux critères de la restauration collective, notamment en termes de régularité d'approvisionnement, de prix et de volume. Et peut-être qu'il y a une nécessité d'élargir la réflexion à un territoire un petit peu plus large que juste le Cap Sizun sur ce volet-là. Ensuite, le deuxième questionnement, c'est comment créer une dynamique qui rassemble toute la filière sur le territoire avec les sensibilités de chacun, l'historique aussi de chacun sur le territoire. Donc, quand je parle de toute la filière, c'est depuis les pêcheurs jusqu'aux, enfin, les pêcheurs, les marailleurs, les transformateurs, les vendeurs, donc poissonniers, puis les restaurateurs également. Et les consommateurs, évidemment, aussi. Euh, Très bien. si vous avez d'autres Merci. choses à rajouter. Merci beaucoup. Merci, c'était très, très intéressant. Et j'en profite en effet pour... je vous avais pas trop introduit, c'était un oubli de ma part. Donc, c'est vrai que Benoît Loriot est donc maire de Pont-Croix et vice-président en charge des déchets, de la transition énergétique et de l'alimentation. Et donc Marine Leroux, chargée de mission PAT, et Raphaël Leclerc, chargé de mission maritimité. Et merci, en effet, c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un élu sur ces questions-là, de voir comment est-ce que d'un politique, ça a été également une volonté de votre part que de questionner ces sujets. Sans plus tarder, on va passer à la deuxième intervention. Et pour donc Camille Bello et Maxime Cordier, je vous demanderai de bien respecter le temps imparti parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en retard. Donc 10-15 minutes, si vous y parvenez, ce serait super. Donc maintenant, je vais donc laisser la parole à Camille Bello. Donc on passe sur un tout autre territoire en Méditerranée, une grande métropole. Euh, et donc Camille Bello, qui est chargée de mission, circuit court et alimentation durable. Bonjour à tous. Donc Camille Bello, effectivement chargée d'opérations, commercialisation et filières agricoles au sein de la direction agriculture et alimentation durable de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc pour redonner un petit peu le contexte d'émergence avant de parler des actions menées, ma direction et la métropole portent un projet alimentaire territorial depuis 2018, labellisé de niveau 2 depuis 2021. Nous sommes sur un territoire maritime et au sein de notre feuille de route du PAT, l'idée, c'est évidemment de travailler sur l'aval, mais également l'amont de la filière. Comme on l'a dit tout à l'heure, Louise, on a un petit peu parlé, la région est plutôt chef de file sur la structuration de filières, notamment halieutiques. Néanmoins, en tant que porteur d'un PAT et habitant sur un territoire maritime, il était tout à fait pertinent que nous nous saisissions également de ce sujet. C'est pourquoi nous travaillons depuis un an et demi en concertation avec les autres collectivités du territoire sur la structuration de la filière halieutique. Par ailleurs, la métropole a la compétence, porte la compétence marché d'intérêt national et nous avons donc sur notre territoire un mine qui est composé de deux sites, à la fois le site des Arnavaux et le site de Somati, donc il y a un port de pêche euh, dont nous avons délégué la gestion à une société publique locale. Donc, tout ça pour redonner des petits éléments de contexte, c'est-à-dire que nous travaillons sur ce projet, sur la filière halieutique par le biais de notre PAT, mais également par le biais de ce site de Somati, qui est donc qui rentre dans la composante de notre PAT. Donc, par ailleurs,
nous avons lancé une étude sur la filière. Donc, il y a maintenant, comme je disais, à peu près 1 an et demi, parce que la direction agriculture et alimentation durable a récupéré le contrat de gestion avec le délégataire du site de Somati. Et pour avoir une appréhension un peu plus étayée de la filière, nous avons voilà, commencé par mener une étude qui a été complétée par des entretiens terrain. L'idée, c'était de dresser un diagnostic de la filière produits de la mer sur le territoire, de comprendre un petit peu les évolutions des dernières années, sachant que donc, le port de pêche de Somati a connu une baisse d'activité depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, le site est surdimensionné par rapport au volume de pêche locale qui transite. Cette étude, elle nous a aussi permis de comprendre, de dresser une matrice à forme en fait, de la filière pour comprendre ben, voilà, tous les défis auxquels l'activité était soumise. Donc, parmi les défis, on en a déjà cité, hein, mais il y a effectivement l'adaptation au renforcement des contraintes réglementaires, le coût structurellement croissant de l'énergie, des outils de travail vieillissants et également une dégradation du milieu impactant les espèces. Euh, pour parler d'un sujet en particulier à Marseille, vous avez dû en entendre parler, mais il y a les sardines hein, qui sont de plus en plus petits. Donc, il y a un sujet sur la commercialisation de la sardine. Il y a également une fuite de certains chalutiers de notre territoire pour des raisons, entre autres, de zones de pêche qui n'est pas forcément la plus adaptée, ou en tout cas, voilà, une, une complexité à poursuivre cette activité chalutière. Euh, et donc, ce diagnostic nous a permis de poursuivre sur une étude programmatique pour en fait redéfinir les contours du site de Somati, requalifier les espaces, tout en prenant en compte la prospective de la filière. Donc, on a également demandé à notre bureau d'études de travailler sur la prospective hein, pour justement essayer de voir sur le long terme quelles allaient être les perspectives de la filière. C'est un sujet qui est prégnant dans nos réflexions hein, parce qu'on sait que c'est sensible. Et aujourd'hui, c'est vrai que le volume de pêche locale, il est assez faible malgré un bassin de consommation important. Donc, par rapport aux perspectives et aux projections, donc, le premier point, c'est déjà d'étudier la pertinence du site de Somati comme point d'ancrage de la filière halieutique durable, hein, sachant qu'il y a un enjeu de requalification qui est double. Donc, c'est si ce site est pertinent, en tout cas, qui répond bien à cette stratégie de soutien et de structuration de la filière locale. Et c'est également de tendre vers un modèle économique acceptable avec cette complexité de prendre en compte des volumes de pêche locale qui sont relativement faibles et en même temps un volume d'activité qui doit être minimum pour permettre une structuration. La deuxième projection, c'est sur la structuration de filières. Donc, il y a différentes actions qu'on va essayer de porter. Donc, c'est d'une part essayer de limiter la fuite des produits de la mer locaux vers l'export, entre autres donc, en travaillant sur le volet valorisation. C'est dynamiser le port de pêche avec des nouvelles activités. Donc, le port de pêche de Somatien, j'entends. Donc là, on est dans la phase d'étude. On en est vraiment au démarrage, on est assez en amont du projet. Euh, mais l'idée, voilà, c'est d'identifier quelles activités seraient structurantes pour la filière. Donc, on ouvre le champ des possibles, mais ça peut être très bien sur l'amont, accueillir des nouvelles activités de coculture. Aujourd'hui, on a un aquaculteur qui est présent à proximité. Pourquoi pas élargir sur la filière macroalgues, mais également sur l'aval de la filière pour, entre autres, aider à la valorisation via l'identification d'ateliers de transformation ou de conserverie, l'activité de transformation, valorisation de coproduits. Pourquoi pas un incubateur pour accueillir des entreprises en lien avec l'agroalimentaire et l'innovation, mais aussi travailler sur le volet sensibilisation en envisageant un espace de vente directe
ouvert au grand public, un atelier de cuisine qui servirait de test pour valoriser des espèces méconnues dont la ressource est en bon état. Et par ailleurs, donc ça c'est une petite parenthèse, mais sur le site il y a un projet aussi de densifier les activités en accueillant des entreprises en lien avec l'économie bleue et avec entre autres pour volonté de créer de l'interdisciplinarité entre les deux zones, la zone pêche et la zone économie bleue. Euh, Par exemple, sur l'installation de centres scientifiques qui travailleraient sur la recherche biologique marine et la pêche, ou en tout cas la gestion des déchets marins et l'innovation, ou la réparation navale et la décarbonation. Même si, voilà, encore une fois, je précise, mais ces sujets sont vraiment, on est encore en amont, mais en tout cas, on essaye de trouver des pistes de structuration qui vont aussi dans le sens de plus de durabilité. Donc enfin, favoriser la consommation de produits de la mer locaux sur le territoire. Donc ça va faire écho à nos actions liées au projet alimentaire territorial. Mais donc l'idée, c'est de bien inclure cette filière au même titre que les autres filières alimentaires dans notre feuille de route. Donc des actions qu'on porte déjà, mais notamment l'animation du réseau des professionnels, mais là, accès côté pêche. Donc connecter les pêcheurs aux restaurateurs, aux distributeurs et aux industriels, aider à la vente en circuit court en aidant les pêcheurs à commercialiser au sein d'AMAP, de marchés ou de halles de producteurs, identifier et soutenir aussi les collectifs de pêcheurs. Et bien sûr, le volet très important de la sensibilisation des publics en animant le territoire pour porter à connaissance les bonnes pratiques pour aller vers une pêche plus durable via la création de supports, la création d'événements, mais également, bien sûr, via le levier cantine pour réussir à approvisionner, en tout cas de manière ponctuelle, la restauration scolaire et couplé à des actions de sensibilisation dans les écoles. Pour conclure, donc sur les facteurs de réussite, j'ai vraiment mis réussite entre parenthèses parce que pour moi, on n'en est pas du tout à la réussite. On en est à la compréhension de cette filière assez complexe et de voir comment, en tant que collectivité, on peut impulser plus de durabilité et structurer la filière en parallèle. Donc, c'est plutôt des points de vigilance. Je pense qu'il y a un sujet sur le modèle économique à étudier dans le cadre d'un projet, notamment de réaménagement, comme on porte actuellement. Mais de manière générale, voilà, sur l'aspect économique qui doit être pris en compte pour aussi permettre qu'il y ait peut-être plus de suivi en interne et plus de validation. C'est avoir une compréhension à 360 degrés de l'écosystème. On en a parlé juste avant, mais c'est vrai que il y a nécessité à jouer de manière collective et à travailler de manière concertée avec l'ensemble des partenaires de nos territoires, à la fois les institutionnels, les professionnels, les associations, les centres scientifiques, donc ce qui nécessite du temps et un travail de terrain, je pense. C'est prendre en compte, bien sûr, la prospective, ça c'est dans les points de vigilance, et également faire du benchmark, et c'est un petit peu l'objet, je pense, de cette matinée, c'est de voir comment les autres territoires peuvent s'inspirer mutuellement et prendre en compte les écueils et en même temps les réussites. Voilà. Très bien, merci beaucoup Camille. En effet, pour cette présentation des prémices de cette action de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les questions de la mer. En effet, un contexte complètement différent, une action plutôt à l'échelle du port, mais à connecter aussi avec toutes vos actions dans le cadre du projet. Donc, ce sera assez intéressant à suivre, en tout cas dans les prochains mois, prochaines années. Euh, Merci également d'avoir tenu le timing. Et donc, je laisse la parole à notre troisième intervenant, qui est Maxime Cordier, responsable de la restauration collective pour la ville de Fontenay-sous-Bois et président du réseau Agores, qui va nous parler de restauration collective. Donc, il y a beaucoup de questions dans le chat à ce sujet, donc je pense que ce sera intéressant d'avoir vos retours. Ah, très bien, je suis désolé, j'ai pas regardé les questions dans le chat, mais Pas de vous allez souci. me faire Ouais. un petit profil. Bon, merci beaucoup pour l'invitation.
c'est vrai, c'est très agréable d'intervenir sur le sujet après des amis bretons et méditerranéens, puisque moi je suis depuis l'Île-de-France, et où ça peut pas forcément sembler intuitif, mais la question de la qualité de l'approvisionnement en produits durables et de la pêche en particulier est quand même très présente en Île-de-France. Alors oui, j'ai 2 casquettes. J'ai le plaisir de diriger le service de la restauration municipale à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, et puis j'ai l'immense honneur d'être le président du réseau Agores, de l'association Agores, qui est l'association des responsables, gestionnaires, directeurs, professionnels de la restauration publique territoriale, qui depuis 40 ans maintenant, puisqu'on est dans notre 40e année, eh bien, créé les lieux d'échange. Tout à l'heure, Louison, dans votre présentation, parlait beaucoup d'échanges, de parangonnage, de partage de pratiques entre les professionnels. Eh bien, c'est ce que fait l'association depuis 40 ans, entre tous les restaurateurs publics euh, de pays, qu'ils soient en métropole ou qu'ils soient dans les Outre-mer. Dans mon intervention, j'ai beaucoup plus parlé de ce que l'on a fait à Fontenay-sous-Bois, de cette casquette-là, en vous présentant, comme vous avez fait les intervenants précédents, vous présentant d'où on est parti, où est-ce qu'on en est. Et puis, effectivement, avec cette casquette de restaurateur collectif, pouvoir vous parler des points critiques, les points cardinaux, les points d'évolution possibles en matière du sujet qui nous occupe pour les professionnels des cantines, de la cantine, qu'ils soient cuisiniers, acheteurs, diététiciens et diététiciennes, ceux qui choisissent les produits. Donc de proche en proche, on arrivera à ces points critiques-là. Fontenay-sous-Bois, on est dans le Val-de-Marne, 56 000 habitants au dernier recensement. On a une cuisine municipale qui nourrit nos enfants, à peu près 4 500 enfants tous les midis, dans 18 écoles. Une ville extrêmement urbaine, classique de la périphérie parisienne. C'est un sujet la qualité du poisson et la consommation du poisson. Et il se trouve qu'à Fontenay, on a une chance extraordinaire, c'est que à l'époque où notre cuisine s'est construite au milieu des années 90, le directeur de l'époque était un originaire de la diaspora, la nombreuse diaspora bretonne présente en Île-de-France, et c'était un grand connaisseur de la question. Et notre cuisine a été construite et conceptualisée avec un modèle qui ne s'est pas beaucoup répandu, c'est-à-dire un modèle une forme de centralisation de la production culinaire, mais avec beaucoup de cuisine, beaucoup de snacking, beaucoup de cuisson dans nos écoles. Et le poisson était l'une des raisons de cela, pour ne pas massacrer les poissons avec de la liaison froide, et plutôt avoir une cuisson sur place dans les écoles, avec des gros volumes, 4 500 enfants qui déjeunent tous les midis dans 18 écoles. Ça représente entre 5 et 7 tonnes de poissons par an, à peu près entre 250 et 300 000 euros injectés dans le circuit, donc des volumes assez importants. Et avec à Fontenay, il se trouve toujours, bien évidemment, ça a été le terreau fertile pour améliorer l'approvisionnement, mais au moins on avait ce savoir-faire culinaire. De proche en proche, vous verrez que la question de la compétence culinaire et du savoir-faire culinaire de nos cuisiniers dans beaucoup de collectivités est un point d'amélioration, un levier d'amélioration. Donc à Fontenay, on avait ce savoir-faire-là. Et puis à partir de 2018, on va dire 2019, on a inversé le récitatif que tout le monde connaît chez les restaurateurs, et en particulier les restaurateurs collectifs, c'est-à-dire d'écrire un poisson sur le menu et puis de demander ensuite à quelqu'un de nous fournir ce poisson-là. On a complètement inversé ça, en partant du principe que on ne peut pas, nous, acheteurs et consommateurs, dire on va manger tel poisson, que ce soit du lieu, du bar, peu importe, et demander à quelqu'un d'aller nous le chercher dans la mer, mais plutôt d'avoir des hommes et des femmes qui pêchent des poissons dans la mer et puis manger ce qu'ils pêchent. Mais c'est déjà une inversion du récitatif pas simple, parce que la restauration collective est aussi une affaire de récitatif, de pratique. Je répète encore une fois le mot, mais de pratique récitative qui n'est pas simple de changer. Donc, changer de paradigme et arrêter d'écrire sur notre menu un certain type de poisson et puis aller demander à d'autres de nous le fournir, mais plutôt de prendre contact en accroche directe avec le savoir-faire des pêcheurs et puis adapter notre consommation aux produits qu'ils pêchent. Évidemment, le tango se dansant toujours à deux, il fallait créer et établir avec ces hommes et ces femmes qui nous fournissent des poissons un certain nombre de critères de qualité. On va y venir dans les critères de qualité
qui sont inhérents à la restauration collective. Et donc, voilà nos travaux. Aujourd'hui, depuis donc maintenant presque, on est dans la 7e année, on a là aussi développé un réseau. Aujourd'hui, on travaille en direct avec un pêcheur normand au départ, Port-en-Bessin, et puis avec un réseau de pêcheurs, une association de pêcheurs au départ de Lorient. On est aujourd'hui, je vous disais, les volumes entre 5 et 7 tonnes, et je vous parle de produits finis, hein, et pas de poissons entiers, je vous parle vraiment de produits finis, dressés en filet, et entre 250 et 300 000 euros injectés dans le circuit. Donc, c'est des volumes non négligeables, pour lequel on est très, très content d'avoir désintermédiarisé. Alors, dans le filière de la pêche, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont pour beaucoup souvent qui apportent une vraie plus-value. Mais en région parisienne, parfois, les intermédiaires sont souvent des logisticiens, et pour lequel nous souhaitait passer en dehors de ces intermédiaires-là. Donc, voilà ce que l'on a fait à Fontenay. Et puis, pour respecter le timing, parce qu'après, il y a beaucoup de choses à apporter sur les points critiques et les points d'amélioration de la restauration collective. Alors, d'abord, la question de la compétence technique et la compétence culinaire à traiter du poisson, tel que les collègues du Cap Sizun vous abordiez la question de la grande qualité de ce qui est pêché. Il faut un savoir-faire. Ce sont des produits nobles. Alors, tous les produits sont nobles en restauration collective, mais le poisson est un produit vraiment particulier. Et nos modes de production, nos compétences techniques culinaires sont clairement à améliorer dans nos équipes. Tous n'ont pas le savoir-faire ou l'appétence pour travailler ces produits-là. Ça, c'est un grand point d'amélioration. Ensuite, un point et qui n'est pas négligeable, qui est beaucoup moins négligeable qu'on le pense. Alors, autour de l'écran, tout le monde va être converti, bien évidemment, mais c'est la capacité à nos mangeurs, souvent des petits mangeurs, à accepter ce type de produit qui présente parfois quelques difficultés. Moi, je pense en particulier à la question des arêtes. Depuis 7 ans maintenant, on a fait un long travail, mais moi, tous les ans, j'évacue 3 ou 4 enfants avec les pompiers. Alors, quand on habite au Dierne, évidemment, c'est évident pour nos enfants qu'il y ait des arêtes dans les poissons. Quand on habite la cité des Larisses à Fontenay, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours été en contact avec la présence et plus risqué qu'avec un produit issu de la pêche hauturière, plus risqué avec un produit issu de la pêche telle que je vous l'ai décrit. Donc, on a encore régulièrement beaucoup d'acculturation, beaucoup de relations. Il n'y a pas plus tard qu'1 an, le dernier gamin qu'on a évacué avec les pompiers, sa mère était pédiatre et son père était juriste. Et ça nous a pris quelques mois pour calmer la situation et expliquer que la qualité dans l'assiette était l'espoir est un risque à prendre, voilà, et que la qualité d'un bon poisson dans l'assiette, avec l'accompagnement, alors il se trouve là qu'on a des ATSEM dans les écoles qui peuvent aider, prévenir la question des arêtes, mais ça n'a l'air de rien, mais cette question des arêtes est pour l'immense majorité des collectivités territoriales n'étant pas des collectivités côtières, c'est une question à appréhender. Tout ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il a fallu habituer nos mangeurs à ne plus avoir, et c'est une culture qui est entretenue en restauration collective, à ne plus avoir une égalité de traitement parfaite vis-à-vis de nos mangeurs. Dans les 18 écoles de Fontenay, en fonction des arrivages et des approvisionnements, et certains vont manger du lieu, certains vont manger de l'aigle fin, certains vont manger du taco, et tous les jours, on va avoir une inégalité de traitement. Cette question de l'inégalité de traitement est aussi à traiter, et pourtant est très présente en restauration collective, et à tel point qu'il y a quelques temps, j'ai même eu un contrôle de la répression des fraudes, donc les autorités de Bercy et pas celles de notre ministère de tutelle de l'agriculture, qui nous reprochaient de ne pas informer le consommateur de l'espèce de poisson, parce que nous, sur notre menu, il y a marqué poisson retour de pêche, et que nous ne connaissons l'espèce de poisson qui réellement va être mangé par nos enfants que l'avant-veille, globalement, le moment où notre pêcheur rentre de pêche et nous informe de ce qu'il y a. Et ça nous a été reproché. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on a balayé ça d'un revers de main, tant ça nous semblait hallucinant, mais pour vous dire que même nos autorités de contrôle
sont un point qui n'est pas simple à traiter pour les professionnels que nous sommes. La question tout à l'heure, ça a été abordé de la garantie des volumes et de la sécurité de l'approvisionnement. Il ne peut pas y avoir à Fontenay comme ailleurs un matin sans cantine. Et donc, quand le pêcheur nous appelle en nous disant je devais avoir à peu près les 4500 filets qu'il faut, donc ça va représenter entre 300 et 400 kilos. Et s'il a réussi à pêcher que 200 kilos, il faut pouvoir avoir une sécurité d'approvisionnement minimum. Et ça, c'est un frein pour beaucoup de collectivités. Et puis enfin, c'est le point cardinal, et c'est le dernier que j'aborderai, c'est la manière dont l'approvisionnement en produits de la mer et produits de la pêche s'adapte aux règles de la commande publique, aux règles d'achat qui sont pas simples. Alors pour les acheteurs en restauration collective qui achètent des gros volumes, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des seuils et qui nécessitent des règles de mise en concurrence, l'établissement de besoins très clairs et d'une forme de procédurerie des achats. Et les approvisionnements en pêche ne sont pas simples à adapter à cela. Voilà, vous avez le paysage et c'est avec grand plaisir de répondre aux questions, qu'elles soient sur le chat ou ailleurs. Merci beaucoup, Maxime. En effet, ça a suscité pas mal de réactions. Donc, je vais essayer de... Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a 5 minutes pour les questions, donc je vais essayer de les poser. En commençant par vous, après il y en aura d'autres. Peut-être en effet une question vis-à-vis du sourcing. Comment est-ce que vous identifiez vos fournisseurs? Est-ce que vous passez par des marchés publics, notamment, et également comment est-ce que vous gérez le prix de ces produits-là, qui est forcément plus cher par rapport à des produits importés issus d'une pêche plus industrielle? Je commence par la deuxième question. La réponse, c'est non. Les produits ne sont pas plus chers. Au moment où, mais c'était même une excellente surprise, au moment de la crise inflationnaire et de l'explosion du coût des matières premières, toutes les denrées alimentaires, hein, c'est la guerre en Ukraine et post-Covid en 2022, on avait déjà contractualisé et créé un marché public avec l'un de nos pêcheurs à Port-en-Bessin, et les quelques produits qu'on achetait encore, soit à Rungis, soit sur certaines criées, avaient pris 20, 25, 30%, alors que ce qu'on achetait directement à notre pêcheur, ça a mis 1 an, 9 mois avant qu'on s'appelle pour que réellement ils nous disent écoutez, il faut absolument que j'augmente mon prix. Donc, mais toujours dans cette question de désintermédiarisation, plus on enlève les intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires apportent vraiment de la plus-value dans le sujet qui nous occupe, mais non, quand même, on arrive à avoir en direct un prix qui est relativement acceptable. Là, au moment où on a contractualisé avec un marché public en 2022, pendant 3 ans, j'ai travaillé hors marché, en direct, en ayant sourcé. Je vais répondre à votre question du sourcing. J'ai travaillé hors marché en direct avant de me faire reprendre par la patrouille, évidemment, et ensuite de passer en marché public. Au moment de la signature de mon premier hors marché, j'étais entre 8 et 12 euros du kilo en filet tiré en poisson blanc. Et là, je suis aux alentours de 14 à 16 euros. Et donc, ça reste des prix qui, pour des cuisines collectives, sont relativement abordables. Évidemment, ça a un coût. Mais c'est toujours la relation entre ce que ça coûte et la valeur et la vraie valeur des choses. Le sourcing, ça demande de sortir. Je suis désolé, hein, je vais parfois être un peu trivial. Ça demande de se sortir les fesses de son bureau. Et ça demande de courir la lande en permanence. Alors moi, j'ai aussi une chance extraordinaire, c'est que ma belle famille est originaire du pays bigoudin et que petit à petit, et de proche en proche et de fil en aiguille, j'ai traîné à la criée du Guil, à la criée de l'Octudie à l'époque, puisque maintenant elle existe plus ou quasiment plus, à l'Esconil, et que je me suis acculturé à cette question de quels sont les critères de qualité de la pêche. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous abordiez la durée de pêche en mer, le nombre de marins à bord, la taille des bateaux. Et ça, c'est ce que petit à petit, j'ai écrit dans mon marché public, ce que beaucoup n'ont pas, ce que beaucoup de mes collègues restaurateurs publics n'ont pas comme connaissance. Donc ça nécessite
de faire du sourcing, de passer du temps. Alors, je parle beaucoup de la Bretagne, mais il n'y a pas que la Bretagne, évidemment, hein. Il y a le Nord, le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, toutes les criées qui sont en Méditerranée, l'Aquitaine, le golfe de Gascogne. Donc, ça nécessite, pour faire du sourcing, eh bien, de passer du temps à rencontrer les hommes et les femmes. Alors, à l'heure là, comme on le fait avec des outils, on peut rencontrer des gens sans forcément se déplacer. Mais oui, ça nécessite de s'acculturer et de passer du temps à faire du sourcing. Il y a des acteurs aujourd'hui, et j'en termine là-dessus, il y a des acteurs quand même qui nous facilitent un petit peu le travail à nous, restaurateurs collectifs, pour faire les intermédiaires de connaissances mutuelles. Dans le Cap Cisin, vous évoquiez l'association et la communication. Aussi, pareil, à Aix-Marseille, l'idée, c'est et là je m'en remets à vous, c'est de pouvoir fournir à nous tous, restaurateurs collectifs, et par exemple l'association Agores est un des canaux de distribution de ça. L'important, c'est que chacun se connaisse, les restaurateurs collectifs puissent savoir qui appeler pour connaître un petit peu des fournisseurs possibles, et que les fournisseurs connaissent les préoccupations et les prérogatives des restaurateurs collectifs, telles que je vous l'ai ciblé: compétences techniques, garantie réduction de la présence d'arêtes, sécurité d'approvisionnement, garantie du grammage aussi. Voilà pour la réponse. Merci beaucoup. Non, c'est très, très intéressant, ça donne envie en effet d'en savoir plus. Et bah, pour ça, peut-être qu'on pourra aussi vous donner votre contact à ceux qui sont intéressés aussi à Avec s'investir dans le plaisir. réseau Agores pour avoir ces infos. Ouais. J'ai une deuxième et dernière question avant qu'on puisse passer à la conclusion. C'est une question peut-être plus à destination du Cap Sizun sur la mobilisation des pêcheurs. Une question sur comment finalement mobiliser les pêcheurs pour assurer l'intégration de ces enjeux dans le PAT, où je pense que ça fait sûrement écho à des difficultés de mobilisation, notamment dans les ateliers de concertation. Vous aviez évoqué ils étaient toujours présents. Donc je sais que voilà, il y a des éléments conjoncturels du fait de votre expérience, mais quels seraient peut-être vos retours sur cette question de mobilisation? Bah, c'est vrai que sur notre territoire, on a la chance d'avoir une association de pêcheurs du coup, qui est structurée. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup la mobilisation. Il y a un bureau, un président, etc. Donc c'est vrai qu'on passe vraiment par cette association pour les mobiliser. Et il y a du coup une confiance aussi qui s'est instaurée progressivement. Enfin, l'association a réussi à mettre ce climat de confiance avec les pêcheurs et du coup avec la collectivité aussi, quoi. Ouais, je pense qu'il faut un moment demander aussi aux pêcheurs de s'organiser. Alors, on connaît les comités de pêche, etc. Et je pense que localement, sur chaque port, parce que quand on est sur une collectivité avec un port de pêche, une criée sur place, c'est d'essayer d'aller les voir. Ce sont des gens de notre territoire qu'on connaît. Donc, à un moment, il faut leur dire, bah voilà, organisez-vous pour qu'on puisse avoir un interlocuteur, pour qu'on puisse se rencontrer. Et il ne faudra pas hésiter à les inviter. C'est-à-dire que quand il y a une thématique, alors autour du PAT ou toute autre chose, hein, mais dès que ça concerne la pêche, il faut vraiment les inviter. Et c'est ce que nous ne faisions pas auparavant, on le dit clairement. Hein. Mais il y a un moment, alors après, c'est quand des problèmes arrivent, comme là, la crise de la pêche, bah forcément, à un moment, ils ont eu besoin de nous pour atteindre les sénateurs et les députés, donc ils sont venus vers nous. Et nous, en contrepartie, on leur a dit, bah maintenant, à vous de vous organiser aussi pour que le message y soit audible, clair, et qu'il n'y ait qu'une voix, parce que le problème, c'est que quand vous avez 126 pêcheurs, ben voilà, il faut absolument qu'on ait quelque chose qui soit un peu concentré, voilà. Et donc, en général, bon, il crée après la structure qui va bien, mais il faut essayer de trouver les pêcheurs qui vont être mobilisés pour répondre à ces enjeux. Ouais. Moi, je voulais peut-être rajouter, comme disait Maxime, concernant le sourcing pour la restauration collective, il y a aussi un besoin d'acculturation au métier des pêcheurs et d'être sûr de parler le même langage, en fait, et donc d'aller sur le terrain, voilà, que ça aille dans l'autre sens aussi, pas seulement les inviter vers notre secteur, mais que ce soit à l'inverse également. Louison, je peux rebondir sur une question dans le chat d'abord parce que je voudrais le saluer, Florent. Oui, en une Bon, minute. bon, oui, je vous promets. Confirmez les chiffres. Hein, oui, c'est ça, 4700 mangeurs. On fait entre 12 et 15 services par an. Chaque service fait à peu près 500 kilos de produits finis.
Donc, on va se retrouver en fin d'année entre 5 et 7 tonnes selon les menus, les dates, les jours. Voilà. Mais et donc, ce sont des volumes assez structurants hein, en poids et en montant en euros. Ok, merci beaucoup pour la précision. Merci pour vos réponses à ces questions. On va arriver à la conclusion. On va finir avec 5 minutes de retard. Désolé pour ça. C'est en partie ma faute parce que c'est surtout moi qui ai débordé au début de ce webinaire. Les suites, et ensuite je donnerai la parole à Jordan Marlemont du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour conclure ce webinaire. Cette étude, elle sera finalisée et diffusée à l'automne avec une vidéo de valorisation qui met justement en avant les deux expériences qu'on a pu entendre aujourd'hui du Cap Sizun et de la métropole de Marseille. Euh, et je vais laisser la parole tout de suite à Jordan, notamment pour reprendre un petit peu de hauteur et essayer de voir comment est-ce que la coopération, l'échange justement d'expériences entre collectivités sur ces questions pourrait être pertinente. Oui, merci beaucoup, Luison. Je vais essayer d'être rapide du coup, mais en tout cas, commencer par adresser mes remerciements à Let's Food qui a effectivement mené ces travaux et qui sont, je l'espère, en tout cas très utiles pour les collectivités territoriales. Donc je me présente, hein, Jordan Barlemont, je suis du pôle collectivité territoriale de la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, ce qu'on appelle aussi la DCT-CIV, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc j'aurai une approche, disons, un peu plus internationale au regard des actions, des perspectives qui est plutôt au niveau national qui ont été présentées aujourd'hui. En quelques mots, hein, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV, c'est lui qui est le principal interlocuteur des collectivités territoriales françaises pour tout ce qui concerne les projets de coopération décentralisée, c'est-à-dire les projets qui sont menés entre collectivités territoriales françaises et leurs partenaires étrangers, en l'occurrence des autorités locales étrangères. L'idée étant de s'impliquer évidemment dans des questions de solidarité internationale, mais aussi de faire rayonner l'expertise française à l'international. Et donc justement, ces travaux sont particulièrement intéressants, c'est parce que la coopération décentralisée, justement, elle peut constituer un outil en appui aux territoires littoraux français et étrangers, et à travers lequel justement pourraient s'inscrire des actions à la fois à l'interface entre des questions de sécurité alimentaire, de valorisation des ressources halieutiques, de préservation des écosystèmes marins ou encore de l'économie circulaire locale. Donc effectivement, la coopération décentralisée comme un outil en réponse à ces différents enjeux qui ont été présentés aujourd'hui. Alors, pardon, parce que j'ai mon téléphone qui est en train de tomber. Hop, voilà. Euh, Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ces travaux, en fait, ils ont été initialement, ils ont été inscrits dans la perspective de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, donc l'UNOC 3, qui s'est tenue à Nice au début du mois de juin dernier. Et donc, très rapidement, en quelques mots, cette UNOC 3, ça a été vraiment un événement international majeur qui a permis de mobiliser avec succès la communauté internationale, justement pour faire avancer la gouvernance de l'océan. Et donc, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu quand même un certain nombre d'avancées très notables sur cette question de la pêche durable, de la pêche illégale, de la pêche illicite. Tout un tas d'avancées qui ont pu être mises en œuvre au cours de l'UNOC 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait un petit peu trop long, mais en tout cas, je pense que c'est en tout cas intéressant de pouvoir s'y inscrire. Et le 7 juin à Nice également, s'est tenu aussi le sommet des villes et des régions côtières, qui était un événement qui a été placé sous la coordination à la fois de la ville de Nice et de la plateforme Océan et Climat, avec le soutien des gouvernements français et du gouvernement du Costa Rica, qui a permis aussi de lancer officiellement une coalition qui vise à unir les forces des villes, des régions côtières, justement pour faire face à l'élévation du niveau de la mer et à d'autres impacts qui sont directement liés au changement climatique. Donc vraiment des travaux qui s'inscrivent à la fois dans l'UNOC et dans le sommet des villes et des régions côtières. Et donc justement, au moment du sommet des villes et des régions côtières, eh bien la DCT-CIV, elle a eu l'occasion d'annoncer officiellement le lancement d'un appel à projet thématique, comme le disait tout à l'heure Louison. Un appel à projet qui va nous permettre en particulier de cofinancer des projets de coopération décentralisée entre collectivités territoriales françaises et étrangères littorales. Déjà, dans un premier temps, évidemment, pour adapter durablement nos littoraux, mais aussi pour préserver nos écosystèmes côtiers. Donc, c'est un outil qui pourrait être intéressant pour les collectivités territoriales françaises qui sont mobilisées sur le sujet,
Le règlement sera prochainement diffusé en ligne sur le site internet du ministère. Et donc là, je m'adresse vraiment aux collectivités territoriales françaises qui seraient susceptibles de candidater, qui pourraient également s'accompagner d'ailleurs d'ONG qui seraient spécialisées sur le sujet, parce que c'est un petit peu le format qu'on a envie de favoriser et de donner à cet appel à projet. N'hésitez pas à inclure éventuellement des actions, des activités qui pourraient justement répondre à ces enjeux en matière de pêche, et notamment de pêche durable. Le cas échéant, on a également un appel à projet qui est lancé tous les ans, qui est dit l'appel à projet généraliste, qui est ouvert aux candidatures des collectivités territoriales françaises et de leurs partenaires étrangers pour des projets qui justement n'entrent pas dans les différentes priorités géographiques et thématiques qu'on identifie annuellement. Donc là aussi, c'est une voie d'entrée intéressante. Je ne vais pas aller plus loin, juste pour conclure, peut-être deux, trois points à retenir de ces quelques mots. Déjà, retenir qu'effectivement, la coopération décentralisée, c'est un outil qui peut justement permettre de répondre aux enjeux qui ont été identifiés aujourd'hui. Le deuxième point, celui que la DCTC, justement, se tient disponible pour accompagner les collectivités territoriales françaises qui souhaitent développer des projets de coopération décentralisée avec leurs partenaires étrangers. Et le troisième point, cette mise à disposition justement d'outils de cofinancement, dont l'appel à projet aménagement durable du littoral qui va se clôturer en toute fin d'année 2025, ou éventuellement l'appel à projet généraliste qui lui sera relancé pour une nouvelle édition dès le printemps 2026. En tout cas, je me tiens disponible pour répondre à vos questions par mail si vous le souhaitez. Et je renouvelle évidemment mes remerciements à Let's Food et aux différents intervenants qui sont intervenus aujourd'hui. Merci beaucoup et surtout bon appétit. Merci beaucoup, Jordan. En effet, intéressant de prendre de la hauteur au vu de cet enjeu finalement partagé à l'échelle internationale de protection d'une ressource commune qu'est l'océan. Et donc cette importance de coopérer sur ces questions. Merci en effet à toutes et tous. Le webinaire a été enregistré, donc il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube et donc disponible ensuite à tous. Vous serez tous dans la mail list pour la diffusion de la publication, comme vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc vous recevrez toutes les infos nécessaires. Et voilà, on n'a plus en effet qu'à remercier vraiment énormément nos intervenants qui ont pu partager aussi leurs expériences. Et leurs coordonnées pourront également être transmises s'ils en sont d'accord et si ça vous intéresse, voilà, de revenir ensuite vers eux pour plus d'informations. Merci à toutes et tous et surtout bon appétit en effet.